Salam à toutes, Shavua Tov. Donc, si je me Comment rappelle bien, ça c'est le va? dernier cours sur Akdamat Rambam. Ouais, on peut dire ça. Alors en fait, on peut dire que concrètement, on a fini le texte de Akdamat à Rambam, dont le sujet principal, en fait, c'est de parler de la transmission de la Torah orale et du développement de la Torah orale. Mais le truc, c'est que le Rambam, eh ben, il s'est arrêté dans cet exposé-là à son époque à lui. Seulement, la Torah orale, elle continue de se développer même après le Rambam jusqu'à nos jours à nous. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est de continuer la description historique du développement de la Torah orale, et donc à partir d'autres textes. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on va encore voir un petit peu des textes du Rambam, mais on va un petit peu avancer. Donc, si on voit, je fais un partage d'écran, si on voit au niveau historique comme ça, est-ce que vous voyez cette frise chronologique extrêmement bien faite devant vous? Euh, Augustin. Alors bon, alors bien sûr qu'il n'y a pas du tout tout, d'accord? C'est vraiment juste comme ça en très gros, histoire d'avoir une image un petit peu de qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire comme ça de manière extrêmement globale. Donc le Rambam, qu'est-ce qu'il nous a décrit dans son introduction? Eh ben, il a commencé avec le don de la Torah. D'accord, le don de la Torah, donc en calendrier juif, c'est en 2448. Ok, là, on est en 5781. Donc, il y a plus de 3000 ans. Et en calendrier grégorien, parce que finalement, on est quand même habitué à avoir ça dans la tête, c'est en moins 1274. D'accord, c'est ce que vous avez marqué en haut à gauche. Donc, ça, c'est le don de la Torah. Et donc, il nous a décrit comment ça s'est passé en fait. Donc, d'abord dans le désert, puis en Eretz Israël. Donc, d'abord, il y avait la période de Moshe, puis la période où on va selon la majorité, mais la Torah est toujours à l'oral. Et donc, elle fait toujours ces deux axes-là, l'axe de transmission d'un côté et l'axe de développement de l'autre. Et pour savoir comment on tranche la halacha, eh bien, on va selon la majorité. Il y a un Sanhedrin, etc. Et la Torah reste toujours à l'oral pendant 1500 ans jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, c'est le deuxième point de notre frise, c'est la clôture de la Mishnah. Donc, en 3948 ou en calendrier grégorien en 187. Et donc, là, Am Israël est déjà en galoute. Okay, si le temple, le deuxième temple, a été détruit en 70, on est plus de 100 ans après la destruction du deuxième temple. Et Rabbi Yehuda Hanassi se dit l'exil, apparemment, il n'est pas prêt d'être fini et il faut, si on continue comme ça, on va continuer de se disperser et on va perdre le lien les uns avec les autres et du coup, on va perdre aussi la Torah orale, aussi bien dans sa transmission que dans son développement, du fait qu'elle continue. Et donc, il décide d'écrire l'ADN de la Torah orale, c'est la Mishnah. Quelques générations plus tard, c'est-à-dire 300 ans plus tard, on se rend compte qu'en vérité, on n'arrive plus bien à comprendre tout ce qui a marqué dans la Mishnah, et du coup, Ravina et Ravashi décident de compiler la Gemara, le Talmud Bavli, donc en l'an 500, d'accord? En l'an 500, a priori pile, et clôt cette œuvre monumentale qu'on appelle le Talmud de Babylone ou la Gemara. Donc, c'est en 4260, en 500. Et donc, on a fini la semaine dernière avec le fait que le Rambam dit qu'après la clôture de la Gemara, en vérité, tout le monde se rend compte que c'est la fin d'une ère et que finalement, c'est comme si toute la matrice de la Torah orale était déjà présente dans la Gemara et que maintenant, ce qui reste à faire aux dirigeants spirituels, ça va être de décortiquer, d'expliquer, de trancher la halakha aussi, parce que dans la Gemara, pas tout est clair. Donc, ça va être comme ça, de prendre en fait cette matrice-là du Talmud et de l'ordonner et de voir comment elle s'applique dans nos vies. Quand il y aura des nouveaux cas, eh bien, on va chercher dans le Talmud s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble pour pouvoir régler les problèmes. D'accord? C'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on invente lorsqu'on
on invente une nouvelle technologie, comme par exemple le micro-ondes, comme la plata, comme le kumkum, etc. Pour savoir est-ce que ça n'enfreint pas les lois de Shabbat, on va chercher d'abord dans la Gemara, puis dans ceux qui ont décortiqué la Gemara, etc. Ça reste le livre de référence de base aussi bien de la halacha, mais aussi de la pensée juive. C'est-à-dire que tout est dedans. C'est vraiment une œuvre, c'est comme si on avait pris vraiment la vie du peuple juif et qu'on l'avait mis comme ça euh, par écrit, ce qui est un miracle en soi. Et donc, en fait, les générations qui vont venir après vont décortiquer comme ça cette Gemara. La première période qu'on a après la Gemara, donc c'est la flèche d'en bas, c'est assez facile parce que en gros c'est des périodes de 500 ans. Donc, d'après la Gemara jusqu'à pendant 500 ans, ça va être une période qu'on appelle la période des Géonim. Okay, les Géonim, alors les premiers Géonim s'appellent aussi les Savoraïm, mais je n'ai pas ici fait la différence. C'est un petit peu en gros comme ça. Et les Géonim sont des Rosh Yeshiva, d'accord, donc des dirigeants de centres d'études qui sont surtout placés à Bavel, donc en Irak d'aujourd'hui, et qui vont donc continuer d'étudier la Gemara. Ils vont rien ajouter, bien sûr. Ça veut dire tout le monde sait qu'on n'ajoute plus à la Gemara, on essaye juste de l'expliquer. Ils vont écrire quand même une littérature qui va être une littérature surtout de questions-réponses. Okay, ils vont être en contact avec. Alors, le peuple juif va commencer finalement à de plus en plus sortir en galoute. Donc, c'est ce qui nous a. C'est ce que le Rambam nous a décrit la semaine dernière, c'est que les Géonim, donc, ils vont juste écrire des livres, surtout des livres de halacha, des livres de réponse. Et vers la fin des Géonim, il y a une histoire qui est assez intéressante, on va en parler dans 2 minutes. Avant ça, donc, on va voir d'abord un texte qui est une autre introduction du Rambam, en fait. L'introduction à son livre de Yad HaChazaka, l'introduction au Mishneh Torah. Dans l'introduction au Mishneh Torah, il décrit cette période-là de l'après-Gemara de manière un petit peu plus précise que dans notre introduction à nous. Donc d'abord, il nous dit comme ça, bon, j'ai tranché le texte pour qu'on ait juste ce qui nous concerne, que dans le développement de la Torah orale, on arrive à un moment où il va nous faire toute la liste des noms entre Moshe Rabbeinu et la fin de la Gemara. Donc Ravina et Ravashi, et il part de la fin. Okay, donc il part de la dernière génération, c'est-à-dire Ravina et Ravashi, et il arrive jusqu'à Moshe Rabbeinu, et il y a 40 noms. Alors je vais vous les lire rapidement. Nimtza Meravashi ad Moshe Rabbeinu alav shalom arba'im dorot. Donc 40 noms, 40 générations. Donc 40 générations qui couvrent, si on voit notre frise chronologique, qui couvre presque 2000 ans. Okay, depuis donc Moshe Rabbeinu, le don de la Torah, jusqu'à la fin de la Gemara, c'est-à-dire en l'an 500, ça fait presque 2000 ans. Et voici les noms. Donc Ravashi, il a reçu de Rava, Verava mirabba, Veraba miravuna, Veravuna mirabi Yochanan, Verav ushmuel, Verabi Yochanan, Verav ushmuel mirabenu akadosh, donc Rabbeinu, Rabbi Yehuda Anassi, Verabenu akadosh miraban Shimon aviv, Veraban Shimon aviv miraban Gamliel aviv, Veraban Gamliel miraban Shimon aviv, Veraban Shimon miraban Gamliel, Azaken aviv, Veraban Gamliel Azaken miraban Shimon aviv, Veraban Shimon mihillel aviv et Shammai. Ve'ilel ve'shamai mishamaya ve'aftalion, ve'shmai ve'aftalion mi-Yehuda ve'Shimon, ve'Yehuda ve'Shimon mi-Yehoshua ben Perachia ve'Natan Arbeli, ve'Yehoshua ve'Nitan mi-Yossi ben Yoezer ve'Yosef ben Yochanan, ve'Yossi ben Yoezer ve'Yosef ben Yochanan mi-Antignos, ve'Antignos mi-Shimon HaTzadik, ve'Shimon mi-Ezra. Tout ça, ça vous rappelle les Pirkei Avot, okay, c'est toute la période des Tanaïm jusqu'à Ezra, qui est donc celui qui ramène le peuple juif après la première galoute, Ezra mi Baruch, et là on passe à des prophètes, ou mi Baruch mi Yirmia, donc le prophète Jérémie, Yirmia mi Tsefania, Tsefania mi Chabakouk, Chabakouk mi Nahum, Nahum mi Yoel, Yoel mi Micha, Micha mi Yishaya, Yishaya mi Amos, Amos mi Yehoshua,
non, mais Hoshea, pardon, Vehoshea mi Zecharia, ou Zecharia mi Yehoyada, Veyehoyada mi Elisha, Ve'elisha mi Eliaou, Ve'eliaou mi Achia, Ve'achia mi David, David mi Shmuel, Shmuel mi Eli, Eli mi Pinchas, Pinchas mi Yehoshua, Yehoshua mi Moshe, Rabbeinu, Ve'Moshe Rabbeinu, mi Pi Agvura, depuis Akadosh Baruch. Et donc, il y a Nimtsa chez Kulam, mais Hachem, Eloké Israël. Donc, on voit que toute la Torah orale, elle est finalement de Akadosh Baruch. Et Nimtsa, Ravina Veravashi, Vechavrehem, sauf Gedolé, Chachmi Israël, Amaratikim, Torah Shebealpe, Veche Gazru Gezerot, Veitkinu Takanot, Veinigu Minagot, ou Pashtak Xeratam, Vetakanatam, ou Minhagotam, Bechol Israël, Bechol Mekomot Moshvotam. Donc, le Rambam, donc on est dans l'introduction du Mishneh Torah, il dit comme ça que donc de Ravina et Ravashi, donc c'est les derniers qui sont les détenteurs de cette Torah orale et qui ont fait des xérot pour tout Am Israël. Okay, des xérot, donc des décrets qui ont institué des nouvelles fêtes, etc. pour tout Am Israël. Ve'achar beidin shel Ravashi shechibek ragmara ugmaro bime beno nitpazru Yisraël. Pardon. Il a fait. Donc, à partir de ce paragraphe, il va décrire qu'est-ce qui s'est passé dans Am Israël après la Gemara. Ve'achar bedin shel Ravashi shechiber Agmara. Donc, après l'histoire de Ravashi qui a compilé la Gemara, Ugmaro beime beno nitpazru Yisraël bechol ha'aratzot pizur yeter. Donc, Israël, donc le peuple juif s'est dispersés de manière exponentielle. Et ils sont arrivés dans tous les endroits du monde. Veraftak tata baolam, venishtabshu adrachim, vegeyasot, venitmaet talmud Torah, velo nichnesu Yisraël lilmod beyeshivotehem, alafim verevavot, kemo shehayu mikodem. Et donc, à cause de toutes sortes d'histoire historique, on va dire, il y a eu des guerres dans le monde, des complications, et on va dire à cause de toute cette, tous ces événements, le peuple juif n'a pas pu créer de grands centres d'études pour étudier en énorme quantité, ça veut dire tous, bon, un petit peu comme quand on était rassemblés sur notre terre et qu'on pouvait tranquillement faire ce qu'on voulait, créer des yeshivot, faire des élèves, etc. C'était plus possible. Et là, mitkazim yechidim asridim asher Hashem kore bechol ir va'ir, mais finalement, ça devient ça devient seulement des individus qui se rassemblent comme ça dans certains endroits où Bechol Meizna Veina Veyokim Batora ou Mevinim Bechibouré Achachamim Kulam Veyodim Mehem Derech Hamishpat ou, et finalement ça devient seulement quelques personnes qui savent s'en sortir dans le monde de la Torah, dans le monde de l'étude, et il n'y a plus du tout de grande centralité, il n'y a plus de grands raves qui enseignent à une tonne d'élèves, etc., une transmission, une vie de l'étude, tout ça commence à se réduire. Et Vechol bedin she'amad achar agmara vechol mina u'mina vegazar o itkin o inig livne bedinato o livne medinot rabot lo pashtu ma'asav bechol Israël mipne richuk moshvotehem veshibush aderachim. Et chaque beddin, donc chaque, on va dire, autorité religieuse qui était dans tel pays et qui a commencé donc à faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire à trancher des halachot, à décider comment est-ce qu'on devait se conduire, etc., à partir du Talmud, à partir de toute cette Torah orale qu'ils avaient reçue, eh bien, finalement, toutes ces décisions-là, ilchatites, n'ont pas pu concerner tout Am Israël à cause de la distance géographique. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait une autorité religieuse en Espagne, par exemple, eh bien, les Juifs qui se trouvaient de l'autre côté totalement de l'Europe, en Europe de l'Est, etc., eh bien,
n'entendaient pas forcément parler de ces décisions-là, n'étaient pas au courant, n'étaient pas en contact, ne comprenaient pas forcément le langage, etc. Et donc, en fait, on est dans une situation où chaque Beddin, donc chaque tribunal, autorité religieuse, va décider, en fait, juste pour les gens de sa région. D'accord? Et c'est comme ça qu'on en arrive à la différence, par exemple, entre Ashkenaz et Séfarad. והיות בית דין של אותה המדינה יחידים ובית דין הגדול של 71 בטל מכמה שנים קודם חיבור הגמרא. Donc le beit din, le tribunal central est déjà annulé depuis plusieurs années, donc il n'y a plus en fait de tribunal central, il y a plein de petits tribunaux qui vont finalement avoir des autorités seulement sur leur région. Les firach en kofin anche medina zolinok keminag medina acheret, et on ne peut pas obliger des juifs qui ne sont pas de la région à faire les halachot, les lois décidées par le Beddin d'une autre région. Ven omrim les Beddin ze ligzor gzera chez Gazra Beddin acher bemediato. Et en fait, il y a un petit peu une sorte d'indépendance de plein de petits Beddin qui ne peuvent pas finalement s'accorder entre eux et ne peuvent pas être l'un plus fort que l'autre, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant où on avait toujours donc un Sanhedrin, toujours quelque chose de central qui faisait de l'ordre justement entre toutes les différentes opinions. Là, on n'a plus cette chose-là. ואין אומרים לבית דין זה, וכן אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא ונתבהר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעים לראשון, אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון. Et pareil, ça veut dire que si un Gaon a décrété tel halakha, eh bien, ça ne va pas concerner forcément tout le monde. Ça veut dire que si on a un autre Gaon qui va comprendre différemment la Gemara, eh bien, on peut l'écouter même s'il vient une génération après. ודברים הללו בדינים גזירות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור הגמרא, אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם. Ok, donc ça, c'est juste ce qui vient après la Gemara, mais tout ce qui est marqué dans la Gemara, ça concerne tout Am Israël. Finalement, la Gemara, c'est la dernière chose avant la dispersion de Am Israël. Ça veut dire que tout juif dans le monde entier est concerné par la Gemara. Mais par contre, après, eh bien, il va y avoir des différences. Il va y avoir donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Vekofim, kol ir, va'ir, vekol medina ubedina, linog, bechol aminagog, shenahagu chachme agmara, veligzor gzerotam, velalechet betakanotam, oil, vechol otam adevarim, shebagmara, et iskimu alehem kol Israël. Étant donné en fait que la Gemara a été acceptée par tout Am Israël, alors on peut elle a une force supérieure. C'est comme si c'était un Sanhedrin en soi, un tribunal de 71 personnes. Ça veut dire qu'elle a la force de dire, si par exemple on a une ville qui ne fait pas comme ce qui a marqué dans la Gemara, eh bien on peut dire, non, on vous force à faire la halakha qui a marqué dans la Gemara. Mais par contre, tout ce qui n'est pas marqué dans la Gemara, et il y a des marlokot, il y a des controverses, certains pensent comme ci, certains comme ça, et bien il n'y a pas la force de faire une seule halakha pour tout le monde. Donc c'est important que la Gemara, c'est vraiment le dernier, on va dire, la dernière chose qui nous reste de ce Sanhedrin-là. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם, והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולם דור אחר דור עד משה רבנו עליו השלום, וכל החכמים שעמדו אחר חיבור הגמרא ובנו בו ויצא להם שם בחוכמתם הם הנקראים גאונים. Ok, donc il nous décrit donc quels sont les Géonim, quel est le rôle des Géonim juste après la Gemara. Une seconde. Donc ça, c'est la période des Géonim. Et donc en fait, le changement principal qui va se passer après la Gemara,
c'est la dispersion totale de Ham Israël et la séparation des autorités religieuses. Donc, on n'a plus, en fait, quelque chose qui concerne tout, tout Ham Israël. On n'a plus donc une Gemara qui met tout le monde d'accord, qui a été reçue par tout le monde, etc. Maintenant, ça va être chacun en fonction de l'endroit dans lequel il habite. Et à la fin de l'époque des Géonim, il y a une histoire comme ça. Peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle n'est pas vraie, mais elle représente bien, si vous voulez, ce qui s'est passé à Israël. On appelle cette histoire les 4 captifs. Okay, alors, je vous ai copié un texte ici, je l'ai pris de Wikipédia, c'est juste pour avoir un support. Et cette histoire, elle dit comme ça. Les 4 captifs, c'est quoi les 4 captifs? En hébreu, on appelle ça les Arbat HaShvuyim. Donc, c'est 4 savants juifs, c'est-à-dire 4 Chachamim. C'est selon un livre qui s'appelle Sefer HaKabbalah du Ra'avad. Okay, c'est ça la source de cette histoire. Et il nous dit comme ça que donc il y aurait 4 Chachamim juifs, 4 savants juifs, 4 Rosh Yeshiva, Géonim, qui auraient été capturés par des pirates vers la fin de la période des Géonim dans la seconde moitié du Xe siècle. Donc on parle en 980 comme ça, avant d'être rachetés par différentes communautés juives, faisant de celles-ci les centres de savoir cardinaux du monde entier. Donc, comment est-ce qu'elle s'est passée cette histoire? Comment est-ce qu'elle est racontée par le Ra'avad? Regardez ici. 4 étudiants de l'académie de Soura, de la Yeshiva. Ce n'est pas 4 étudiants, mais c'est 4 rabbanim de la Yeshiva de Soura. Donc, Rabbi Moshe avec son épouse et leur fils Rabbi Hanor, Rabbi Hushiel et Rabbi Shmaria, et un 4e dont on ne connaît pas le nom, effectuent un voyage pour lever des fonds pour... alors, il y a marqué pour la dot d'une mariée, il y a aussi une autre version qui est pour récolter de l'argent pour les yeshivot qui sont à Bavel, qui sont en Irak. Ils vont faire le tour comme ça des communautés juives du monde pour récolter de l'argent pour les centres spirituels du peuple juif, et ils partent jusqu'en Europe. Ils arrivent à Bari qui est une ville en Italie, et ils partent de Bari. Donc ils étaient en Italie et ils partent de là-bas pour continuer leur voyage, et leur bateau est capturé par l'amiral Ibn Roumari, un battant-drapeau du calife Omeyyade Abd al-Rahman III, dirigeant de Cordoue. Donc c'est un pirate, et il ne tarde pas à avoir des vues sur la jeune et belle épouse de Moshe qui préfère périr dans les flots. Et Ibn Roumari, qui connaît la valeur de ses prisonniers et l'importance des sommes que les communautés juives sont prêtes à débourser pour rédimer l'un de leurs tombés en esclavage, fait ensuite route vers différents ports du bassin méditerranéen où chaque savant est racheté par une communauté. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque chacham va être racheté à ce pirate-là contre une grosse somme d'argent, et en fait, il va s'installer dans la communauté où il a été acheté. Et donc, c'est comme ça que va être dispersé complètement, ça va être disloqué, les centres spirituels vont finalement se répartir aux 4 coins du monde. Alors, dans quel endroit ils vont être? Donc, Rabbi Shmaria, il est racheté par la communauté d'Alexandrie. Rabbi Hushiel par celle de Kérouan. Kérouan, c'est en Tunisie. Rabbi Moshe et son fils par celle de Cordoue, en Espagne. La communauté qui rachète le 4e n'est pas connue. Moi, j'avais vu que c'était donc il y avait Cordoue en Turquie. À la fin, il y avait donc un en Turquie, un en Égypte, un en Tunisie et un en Espagne. Les anciens prisonniers s'illustrent rapidement. Donc, rapidement, on se rend compte de qui sont ces rabbanim-là. Et en fait, ils deviennent donc les grands rabbins de chaque endroit, donc des Juifs d'Égypte, de la communauté de Tunisie et de celle de Cordoue. Et donc, c'est comme ça, c'est une histoire qui est racontée donc, par le Ra'avad pour dire qu'à la fin de l'époque des Géonim, se disloque complètement la centralité des centres spirituels et va se disperser dans tout Am Israël. Donc, même si on va dire, on ne sait pas, il y a une marloquette dans les historiens, est-ce que cette histoire s'est passée ou pas? C'est ce qui a marqué ici. D'après de nombreux chercheurs, le récit ne rapporte pas fidèlement la réalité des choses. Certains vont jusqu'à dire qu'il ne s'agit que d'un mythe pour expliquer l'importance croissante de ces centres.
qui se serait développé selon un processus progressif et continu, et pas donc brusquement avec l'arrivée comme ça de rabbinim dans des communautés. Et d'autres considèrent que s'ils jouèrent un rôle important, les centres grandissaient déjà en influence avant leur arrivée. En tout cas, si on voit ici notre frise chronologique, donc à la fin de l'époque des Géonim, donc vers l'an 1000 comme ça, eh bien, les centres d'études, les centres spirituels sont complètement dispersés. Et là, on va voir un phénomène qui est très intéressant qui va se passer dans le peuple juif, c'est la différence dans l'acceptation de la Gemara entre les Ashkénazim et les Sfaradim. Il y a un texte du Rav Kook que je vous amène ici, qui nous décrit comme ça que c'est bien que la Gemara, le Talmud Bavli, était accepté, comme on vient de le voir dans le Rambam, par tout le monde, eh bien, malgré tout, le rapport au Talmud a été vécu différemment en fonction des communautés. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, nous dit le Rav Kook, Misha Shenirtam Talmud, donc à partir du moment où a été clos le Talmud, ובפרט משעה שנתפרסם בישראל בתור הספר היחידי שערכי החיים הכלליים והפרטיים של האומה מתבהרים על ידו ומקבלים את צביונו על פיו. Donc, et surtout à partir du moment où en fait on a compris que le Talmud était une entité en soi et qui comportait tout ce qu'on pouvait chercher dans la Torah, eh bien, החל הכישרון הכללי של האומה להראות את פעולתו של סגנון ההתקבלות בתוכה בתור הספר הנושא עליו את האחריות של תמימות החיים הלאומיים של האומה בשתי צורות מחולפות. Et à partir de ce moment-là, on va dire, a commencé dans Am Israël à accepter le Talmud, mais de deux manières différentes. כפי מה שהננו רואות שבמשך הזמן הסתגלו היהדות האשכנזית לצורה אחת והיהדות הספרדית לצורה שנייה, et en fait ça s'est ensuite dispersé en deux mondes qu'on connaît aujourd'hui sous le nom du monde ashkénaze et le monde séfarade. Et quel est en fait ce qui décrit le plus la pensée ashkénaze et la pensée séfarade dans l'étude de la Torah? Alors le Rav Kook ici donne des définitions. Il dit comme ça, Et atzorot alalu muchachim anu letzayen beshemot. On est obligé de leur trouver des noms, et donc il invente deux noms. La première c'est Atzura abikortit. La deuxième c'est Atzura apilpulit. Donc bikortit en hébreu, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la critique, mais ça veut aussi dire visiter. Et dans le langage du Rav Kook ici, c'est plus dans la notion de visiter. Qu'est-ce que ça veut dire visiter? C'est-à-dire que la Tsura Bikortit, elle veut finalement essayer de voir l'ensemble de la Torah, de tout visiter, de visiter tout le Talmud, de voir tout ce qui a été écrit sur ce sujet. C'est une énorme, énorme largesse de connaissances. Beaucoup de accumuler toutes les connaissances, tout ce qui a été écrit, etc. On peut comparer ça à essayer de prendre les choses dans leur espace, dans la superficie. Alors que la deuxième, la tsura à pilpulit, le pilpoul, un petit peu difficile à traduire, mais on va appeler ça la réflexion, l'approfondissement, le fait de creuser la chose. Donc, dans l'exemple, on pourrait appeler ça la profondeur. Donc, on a, si vous voulez, une école de pensée qui va être plus dans la largeur et l'autre dans la profondeur. Et nous dit le Rav Kook comme ça, Koach HaBikoret. Donc Koach HaBikoret, je vous dis tout de suite, c'est les Sfaradim, et le Pilpul, c'est les Ashkenazim. Koach HaBikoret Tzarichu Leshkida Gdola. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être un bon séfarade, entre guillemets? Shkida Gdola, ça veut dire le fait d'être, la Shkida, c'est être sérieux. Le mot c'était j'ai oublié, mais en fait le fait d'être stable dans son étude, ça veut dire tous les jours à la même heure, etc. Sérieux. Le mot en français j'ai oublié, ça va me revenir, j'espère. Les bekiyut roderet. Bekiyut, ça veut dire le fait de connaître les choses dans leur ensemble, de connaître tout ce qui s'est dit. Sechel rachav, c'est un intellect large. Vele pashtanut yeshara,
d'avoir un pshat, c'est-à-dire une compréhension basique, qui est une compréhension basique de bon sens, qui s'entendent de manière facile. Vesadranut gvua. Sadranut, c'est le fait d'organiser les choses. Gvua, fixe. Okay, c'est ce qu'on voit dans le monde séfarade, qu'il y a des klalim, c'est-à-dire il y a des règles comment trancher la halacha. Okay, ça veut dire qu'on tranche la halacha toujours quand il y a une marloquette entre un Rav et un Talmid, c'est selon le Rav. Quand il y a deux choses qui disent, une halakha, on va prendre selon la dernière halakha, etc. Il y a toutes sortes de règles comme ça. Koach habikoret eneno niskak kolkach liyashev stirot sheben makom le makom. C'est ça, je pense, le point central. Sefer katalmud המכיל בתוכו כל כך הרבה דעות שונות במה שהוא מפורש, אין הביקורת מצטערת אם אחרי עיון ימצאו עוד איזו שינוי דעות ושיטות שאינן כל כך מפורשות במקומן. העיקר הוא להכריע איזו השקפה ואיזו שיטה בהלכה או בהגדה היא היותר יסודית, וזה מתברר בכוח הביקורת הנקנה מתוך הבקיאות על ידי כללים כבוד. Dans le Talmud, il y a énormément de contradictions. Okay, on a dit que c'était un livre qui était vivant, c'est un livre qui nous ramène énormément d'opinions multigénérationnelles. Et pour s'en sortir, eh bien, on a deux manières de faire. La première, c'est de dire qu'il y a plusieurs opinions possibles, mais il y a une opinion qui est fondamentale et les autres qui vont être secondaires. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de comprendre laquelle opinion est l'opinion fondamentale. C'est comme ça que marche la première école de pensée, l'école de la Picorette, l'école Sfarad. Ça veut dire qu'elle va essayer de voir dans le Talmud. Alors, pour ça, elle a plusieurs outils. Okay, par exemple, lorsque une chose est dite de manière, ce qu'on appelle derech hagav, c'est-à-dire en passant, eh bien, ce n'est pas une opinion fondamentale. Lorsqu'une chose est répétée plusieurs fois, alors ça veut dire que cette opinion est importante. Lorsqu'elle est dite par quelqu'un d'important, etc., etc., toutes sortes d'outils pour essayer de voir, lorsqu'il y a des contradictions, quelle est l'opinion la plus fondamentale. Et les autres opinions qui ne disent pas la même chose, eh bien, ils sont secondaires, mais ce n'est pas grave, ils existent quand même, et ils ne seront peut-être pas tranchés selon la halakha, mais ils existent, et on n'a pas besoin forcément de faire la paix entre les opinions, de dire non, mais en fait, ils disent la même chose. Non, ils ne disent pas la même chose, ils ne pensent pas de la même manière. Il y en a une qui est plus centrale que l'autre, et tout va bien. Ça, c'est la manière, séfarade. Mais, nous dit le Rav Kook que cette manière de fonctionner, elle peut avoir des limites. Pas à chaque fois, la bicorette, donc le fait de dire, de fixer quelle opinion est fondamentale et laquelle ne l'est pas, ça ne va pas toujours être complètement juste. Pourquoi ? Parce que lo kolma shenir'e la'ayin she'istira hi be'emet stira. Parce que pas tout ce qu'on voit à l'œil comme étant une contradiction est vraiment une contradiction. Veyesh makom le ashviotam shel deot al yede itamkut betochen hainyan betaramo veigiono. Et on peut en vérité, si on approfondit un petit peu le sujet, se rendre compte que ce ne sont pas des opinions qui se contredisent, mais des opinions qui se complètent. C'est-à-dire, lui, il a parlé dans tel cas, et lui, il a parlé dans tel cas, et si finalement j'arrive à trouver le bon contexte, eh bien, je peux assembler plusieurs opinions et avoir un sujet qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus pixelisé, qui est beaucoup plus affiné. Et donc, ça, c'est le but de la pensée de l'école ashkénaze, qui donc est le pilpoul qui veut dire justement faire comme ça, essayer de trouver eh bien, les chiloukim entre les choses, savoir pourquoi lui dit comme ça et lui dit comme ça, et d'essayer de voir, de pixeliser plus le contenu. Apilpoul beomek igiono eneno nilchatz kolkar milachatz astira. Donc lui, le pilpoul, quand il voit une contradiction, il ne dit pas tout de suite que c'est une contradiction. Ou meshiv yado le hashvot et astira, il dit non, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut harmoniser la chose et dire qu'en vérité, ils disent la même chose.
Bekoach Havanato, Beofat, Koach Hidusho. Et donc, pour ça, bien sûr, il va devoir approfondir et il va le voir aussi, entre guillemets, les Chadesh, c'est-à-dire dire des choses qui ne sont pas écrites, okay? C'est-à-dire inventer des nouvelles thèses qui n'étaient pas écrites par son intellect. ומתוך כך הוא משתמש בעומק הסברה ובחריפות ההרכבה השכלית יותר ממה שהביקורת משתמשת בו. Et donc, pour cela, il utilise ce qu'on appelle la svara, c'est-à-dire donc une thèse, une théorie pour expliquer les contradictions et dire qu'en vérité, quand on les replace dans tel contexte, etc., et bien finalement, les choses ne se contredisent pas. Et chez Anou Rohim et Roshem, chez la Voda, chez la Géonim, Arishonim, Beyachas et Talmud, alors au niveau historique, les Géonim, eux, ils sont beaucoup plus dans un processus qui est un processus de Bikoret. Donc, c'est-à-dire plus comme les Sfaradim, c'est-à-dire d'organiser le Talmud, de nous dire quelle est l'opinion fondamentale, etc. etc. Il nous motim et azadin bikoret bolet ba arbe berishme apilpoul enam nikarim lanu ba kolkar. Il n'y a pas tellement de pilpoul à cette époque-là. Et celui qui finit ça, qui finit le travail des Géonim de manière incroyable, c'est justement le Rambam. Le Rambam qui, lui, va être le grand organisateur de toute la Torah orale. Comme on va le voir juste après dans la fin du texte qu'on a commencé, pourquoi est-ce qu'il écrit finalement le Mishneh Torah. Donc il finit en fait le travail des Géonim et il organise la Torah orale de manière absolument incroyable, mais ça reste donc, il ne va pas forcément faire le travail de rendre la Gemara quelque chose d'harmonieux. Ceux qui vont faire ce travail-là, c'est justement les Tosfot. Omnam, Kesheanu, Baim, les Dorotheem, Shel Baalé, à Tosafot. Donc les Tosafot qui sont les enfants, les petits-enfants, les gendres de Rashi, donc surtout en Europe, en France, en Allemagne, Baalé à Tosfot, Ve'achidushim, Az Motzim Anachnu Gvar et Egevurot Hapilpul Bemarala Romema. Eux, c'est ceux qui symbolisent le pilpoul de manière extrêmement forte, et on voit que le côté, on va dire, d'organiser les choses, etc., lui, va en s'amoindrissant. בעינינו רואים אנחנו שהספרדים נסתגלו ביותר מראשית הדורות שאנו מכירים את הבדלי הטיפוסים בינינו האשכנזים והספרדים לסדרנות. Donc là, c'est ce qu'on a dit à l'oral, c'est-à-dire que les Sfaradim étaient plus donc dans la chita de la Bikoret, והאשכנזים לעומתם העיר להם ברק הפלפול בכל הרחבתו. בסדר. Et il va nous dire ici que ça ne va pas rester seulement dans le domaine du Limud Torah. Ça va aussi avoir des influences dans le rapport aux profanes, dans le rapport au gouvernement, dans le rapport à la culture, etc., etc. Ça va être finalement vraiment une manière de penser. Pas seulement comment est-ce que j'appréhende le Talmud, comment est-ce que je continue la Torah orale, mais quel est mon rapport au monde finalement? Il va y avoir quelque chose de très très différent ici entre l'école Ashkenaz et l'école séfarade. Alors bien sûr que c'est en gros, ça veut dire qu'on peut trouver des exceptions. On peut trouver des Ashkenazim qui finalement sont extrêmement dans leur rapport à la Torah, très très ordonnés comme ça, qui ressemblent beaucoup plus au Rambam, etc. Et des Sfaradim qui vont être hyper dans le pilpoul. Il y a des exceptions. Mais nous dit le Rav Kook que ces choses-là sont soit des exceptions, soit suite d'une influence, en fait. D'une influence de Sfarad sur Ashkenaz, Ashkenaz sur Séfarad, etc. Mais qu'au final, il y a réellement deux tendances comme ça, et il y a une tendance plus Ashkenaz et une tendance plus Séfarad. C'est possible aussi que ces tendances-là, elles viennent de plein de choses, sociologiques, etc., du climat, du fait que les Ashkenazim étaient plus en rapport avec la chrétienté qui est réellement hostile
au judaïsme et les Sfaradim, qui est en rapport avec l'islam, qui est finalement moins, on va dire, moins loin, qui n'est pas considéré comme de la Avodah Zarah, etc., etc. Il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, c'est ça que ça a créé. C'est ça que ça a créé, et c'est pas pour rien, bien entendu, qu'il y a une providence là-dessus, et que tout le prisme de lecture là, du Rav Kook, parce que je vous ai enlevé le début du texte, mais en vérité, tout son prisme de lecture, c'est le retour de Ham Israël sur sa terre. Ça veut dire que, étant donné qu'on est en train de revenir sur notre terre, que Dieu est en train de rassembler les exilés, eh bien, on voit que dans les exilés, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école séfarade et l'école ashkénaze. Et le Rav Kook écrit ce texte-là il y a une centaine d'années. Et il y a une centaine d'années, c'était encore beaucoup plus visible qu'aujourd'hui. Ça veut dire on voit vraiment des gens qui sont extrêmement différents à tous les niveaux. C'est-à-dire que même dans la manière de s'habiller, on retrouve en Eretz Israël, il y a une centaine d'années, des exilés qui viennent de terre ashkénaze et des exilés qui viennent de terre séfarade, qui sont les deux totalement baignés de Torah, mais qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui même dans leurs habits, ça va être totalement, il y en a qui va vraiment être habillé comme dans les terres d'islam, d'autres comme dans les terres européennes, donc ils vont avoir rien à voir dans les plats, et donc dans les halachot et dans leur rapport à la Torah. Et nous dit le Rav Kook, on est face à ce phénomène-là et c'est assez incroyable. Et il faut réfléchir comment maintenant on va se rassembler. On ne peut pas dire, bon, ok, on abandonne tout ce qu'on a fait pendant 2000 ans et voilà, maintenant on va créer un nouveau truc, voilà, le judaïsme d'Israël. Non, c'est impossible de faire ça parce que c'est des identités qui sont très profondes, qui ont des générations après générations ancrées comme ça dans les cœurs de tous ces juifs, une manière de réfléchir et c'était voulu par Akadosh Baruch Hu. Et donc, il faut en fait faire la fusion entre le judaïsme ashkénaze et le judaïsme séfarade, mais de manière réelle, sans qu'il y en ait un des deux qui soit délaissé, sans qu'on perde certaines richesses. Et donc, pour savoir comment faire cette hybride, cette fusion-là entre les deux, il faut d'abord bien définir qu'est-ce qui est on va dire la force ashkénaze et c'est quoi la faiblesse aussi, qu'est-ce qui est la force séfarade et c'est quoi la limite, les faiblesses, et de voir comment est-ce qu'on peut assembler quelque chose qui comprenne les deux forces et qui vienne limiter les faiblesses de chacun. Et Par le ça, mariage, Raphaël. comme par le mariage, absolument. Alors c'est vrai que c'est une très bonne solution. Anita, tu n'es pas d'accord. Anita n'est pas d'accord. Mais pas seulement. Alors la vérité, c'est que le Rav Kook, il ne va pas ici donner une solution vraiment. Il va juste déjà nous mettre face on va dire, à ce phénomène et il va dire qu'une des solutions, c'est déjà d'influencer et de se laisser influencer. C'est-à-dire que si quelqu'un il a une tendance ashkénaze ou une tendance séfarade, eh bien, il faut qu'il la vive complètement et qu'il n'ait pas peur d'influencer aussi, c'est-à-dire de discuter, d'amener son avis, etc., à des gens qui ne pensent pas comme lui, qui sont pas, et il faut le faire de manière très forte, et aussi de se laisser influencer, c'est-à-dire d'avoir aussi une écoute face à quelqu'un qui ne comprend pas les choses de la même manière, et de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'il n'y a pas chez moi, etc., c'est-à-dire à la fois d'être sûr de soi, mais aussi de savoir qu'on est manquant, et c'est quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça veut dire c'est des phénomènes culturels très grands. Et voilà, c'est-à-dire que ça fait partie clairement de ces générations-là, du retour qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Israël. Petit à petit, les exilés reviennent et petit à petit, il va y avoir ce qu'on appelle une renaissance de la Torah. Parce que si on a une renaissance de Ham Israël sur sa terre, c'est une renaissance qui est forcément à deux étages. Okay, premier étage, c'est la renaissance matérielle. Okay, on construit des villes, on a une armée, on construit des routes, une économie, etc. Et là-dedans, il n'y a aucune différence entre Ashkénaze et Séfarade. Okay, les deux eh bien, sont intéressés par cette renaissance-là. Et puis, le deuxième étage,
c'est le rôle pour lequel on est venu, c'est-à-dire une renaissance spirituelle. Et là, il faut faire attention. Là, il faut faire attention à ne pas perdre les richesses qu'on a eues en galoute. Et donc, cette renaissance spirituelle à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui petit à petit, eh bien, il faut voir comment est-ce qu'on l'aide. Il faut bien identifier ces composants. C'est pour ça que je veux dire, Raphaël Kahn, Rav Manitou Ashkenazi, Zecher Tzadik Livracha, s'appelait Ashkenazi, il parlait de Torah Sefarad. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a certaines personnes qui représentent vraiment l'alliage des deux, l'hybride. Le Rav Kook, dans ce texte-là, nous dit d'ailleurs qu'il y a deux personnes comme ça, un dans les Rishonim et un dans les Acharonim, qui représentent Mamash l'alliage entre les deux. C'est le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui lui est à la fois, donc il est Sfarad, mais on voit dans ses écrits qu'il a absolument les deux. C'est-à-dire il est capable d'une énorme organisation, etc. Il écrit sur le livre du Rambam, sur le Sefer HaMitzvot, etc. Et d'un autre côté, lorsqu'on voit ses écrits sur la Gemara, eh bien, c'est complètement comme un tosafiste, donc dans l'achat du pile-poule total. Et un autre exemple que nous donne le Rav Kook ici, c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna aussi, il a ces deux aspects-là, c'est-à-dire à la fois une connaissance dans toute la Torah de manière fondamentale et à la fois aussi cette force de réflexion, etc. Donc, ça existe, on va dire, chez ces individus. Le but, c'est que ça existe cette fois au niveau du collectif. Peut-être pour ça, il faut qu'on les étudie, non? On les étudie. Le Gaon de Vilna, ça reste quand même un auteur fondamental, même si parfois on ne le voit pas, mais il est finalement derrière énormément de textes, derrière énormément de Shita, beaucoup de yeshivot datit léoumit se disent être on va dire les élèves, des élèves du Gaon de Vilna. Donc c'est un des aspects, un des espoirs du retour. C'est-à-dire quand on parle de retour et de retour spirituel, de renaissance spirituelle, on parle aussi de réavoir par exemple un Sanhedrin, un tribunal qui va commencer à pouvoir décider de manière thoraïque de toutes les questions qui concernent le collectif. On parle aussi à un moment d'avoir le retour de la prophétie, c'est-à-dire que tout ça, c'est des choses qui sont censées revenir avec Am Israël sur sa terre, et donc une des choses là, c'est l'alliage entre ces deux galouillotes. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment un moment particulièrement clé où il y a à la fois de la résistance pour aller vers ce mouvement et à la fois justement quelque chose qui pousse d'une vitalité, on peut dire une teshuva, mais une vitalité qui va vers l'évolution. On ne sait pas encore avec cette alliance et ce renouveau de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va avoir disons le message de la Torah à venir. Je me fais bien comprendre parce que c'est un peu compliqué de l'expliquer avec des mots pour moi. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un mouvement de résistance qui peut être une peur et en même temps quelque chose parce qu'il y a justement une vitalité nouvelle qui va arriver avec cette nouvelle alliance. Alors ce dont vous parlez, ça a un nom, c'est à Koach à Dochek ve à Koach à Monea. J'ai oublié dans quel texte ça se trouve, mais c'est quelque chose de connu que lors de toute naissance, il y a deux forces qui agissent et qui en fait se contredisent. Dans une naissance physique, c'est comme ça. Lorsqu'une femme accouche, c'est très intéressant de voir que d'un côté, il y a une force, il y a des hormones qui poussent le bébé à sortir de l'utérus. Et puis, il y a des autres hormones qui, en fait, contractent les muscles de l'utérus pour l'empêcher de sortir. Et en fait, l'alliance entre les deux fait que la naissance se passe bien. C'est-à-dire que s'il manque un des deux, alors, c'est justement dans ce genre de cas, s'il manque, par exemple, la force qui pousse, alors c'est le cas où on peut aller dans des césariennes et autres complications. Mais même lorsqu'il manque la force qui retient, c'est problématique parce que c'est cette force qui retient qui va faire que le bébé va sortir de la bonne manière et ne va pas, par exemple, avaler une tonne d'eau dans les poumons
ou que le crâne va être bien formé, etc. C'est-à-dire qu'au niveau physiologique, on a besoin de ces deux forces-là lors d'une naissance. Et on retrouve ça dans toutes sortes de naissances. C'est-à-dire que c'est justement les forces qui se contredisent, elles viennent trouver un équilibre pour que la nouvelle vitalité en question arrive de la bonne manière et pas avec des choses déséquilibrées, des déformations, etc. etc. Donc, oui, est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Oui, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement plein de... C'est très dur à décrire. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, hein, c'est étudier les écrits du Rav Kook qui parlent du retour et essayer d'avoir des grandes lignes de... En gros, il y a des faits, des processus qui sont en train de se passer, mais d'analyser exactement en temps réel, ça, c'est très dur. Il faut être donc des Gedolé Ador pour savoir ça. Presque prophète. En tout cas, juste autre chose d'intéressant à voir dans ce texte, donc entre ces deux écoles de pensée, c'est donc leur rapport aussi au chol, au profane, le rapport au profane, le rapport à toutes sortes à la philosophie par exemple, etc. Donc regardez le paragraphe en haut. Mouvan adavar chez Netiat apilpul ekbira et ha'amaka. ונטיית הביקורת הגבירה את ההרחבה. עמידת הפלפול גרמה להתפתחות האופי של חידוד הדעת אצל האשכנזים, ומתוך כך נתגלו לפניהם בצורה יותר בהירה בדקים וסתירות ביחס ליהדות, הנמצאות בכל שיטה מהשיטה הפילוסופית שמצאו להם מהכלים בעולם, והיא הייתה גם כן סיבה להתרחקות מצוינת מהשפעות כל שיטות זרות וחיצוניות על אורחות הלימודים של היהדות. Donc les Ashkenazim qui sont habitués en fait à creuser, à pixeliser les choses, à voir les choses dans leurs détails, mamash, de voir chaque chose, comment est-ce qu'elle s'exprime, etc. Eh bien, lorsqu'ils... alors d'un côté, donc, on a vu avec les Tosfot que Tosfot, grâce à ça, ils arrivent à faire du Talmud quelque chose de cohérent, de grand, etc. Mais quand on est habitué en fait à avoir ce genre de pensée, eh bien, on voit très rapidement les défauts, les contradictions, les petits points noirs de chaque chose et donc de chaque pensée. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un mouvement de pensée philosophique, eh bien, l'Ashkénaze qui va rencontrer ce mouvement de pensée philosophique va assez rapidement voir en quoi il contredit le judaïsme, en quoi il dit des choses qui sont contre la Torah, qui sont contre la pensée, etc. Et donc très vite, il va finalement s'éloigner de ça et le mettre de côté et dire c'est totalement extérieur au judaïsme, je ne veux pas en entendre parler. Alors que la Shtat Bikoret, qui est habituée finalement à voir des contradictions, mais à aller selon le côté fondamental et les contradictions, ce n'est pas très très grave, va avoir beaucoup moins peur de ce genre de pensée extérieure. Et c'est pour ça que les Sfaradim et le Rambam, de manière incroyable, ne vont pas hésiter à prendre des choses des philosophes. Okay, on dit que donc, le Rambam a pris énormément d'Aristote et d'autres philosophes arabes. Et lui, si vous voulez, il n'a pas peur quand il voit Aristote, etc., de prendre ce qu'il a dit et, entre guillemets, de le convertir. Je ne sais pas si on appelle ça convertir, mais en tout cas, de prendre... Les gaillères. Ouais, il y en a qui disent les gaillères, il y en a qui disent que ça convertit, mais même plus simplement que ça, tout simplement, de prendre le bien et puis de jeter le pas bien. C'est tout. Ça veut dire de manière très simple, finalement. Et alors que le côté, le pilpoul, qui ne va pas, qui a envie d'harmoniser tout ça et qui va voir qu'il y a une pensée qui est extérieure et qu'on ne peut pas tellement harmoniser avec le judaïsme, va tout rejeter. Donc ça, c'est intéressant. On peut voir aussi face au sionisme. Au sionisme, les grands anti-sionistes viennent surtout du monde ashkénaze et beaucoup moins du monde séfarade. Parce que le sionisme, eh bien, comme tout, il avait des bons côtés et des mauvais côtés. Je parle ici du sionisme non religieux, le sionisme politique de Herzl, etc. Il avait bien sûr des mauvais côtés. Quand on voit certains écrits de dirigeants sionistes, on se rend compte que c'est des écrits qui sont contre la religion, etc., etc. Et donc, quand un Ashkénaze voit ces écrits-là,
eh bien, il voit tout de suite les points noirs. Il voit tout de suite que Non, c'est... il voit du noir, pas des points noirs. il voit du noir, exactement. Et c'est compliqué à vivre, c'est compliqué à... Et donc, il va se dire, OK, ça, on va rejeter. Un séfarade, il va se dire, bon, bien sûr qu'il y a du noir. Je le vois, il n'y a pas de problème. Mais concrètement, il y a beaucoup de bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement positif là-dedans. Am Israël qui revient sur sa terre, etc. Et donc, il y aura beaucoup moins beaucoup moins d'anti-sionisme à ce niveau-là. Ok. On ne va pas lire dans les mots, mais de manière très poétique, le Rav Kook nous dit qu'au moment du retour de Israël sur sa terre, eh bien, il faut voilà, essayer de créer donc, une harmonie entre ces deux écoles de pensée, de ne perdre aucune richesse et de voir comment est-ce qu'on complète quand même. Parce qu'on n'a pas tellement parlé c'est quoi les limites de chacun, mais on va dire que le pilpoul, c'est quelque chose de très bien, mais il faut aussi avoir une vision large du judaïsme pour pas que le pilpoul soit finalement quelque chose de déconnecté, soit quelque chose de stérile, soit quelque chose qui n'est pas réellement ancré avec l'esprit global du judaïsme. Donc ça, c'est pour ça que le pilpoul a besoin finalement de la largeur sfaradite. Et inversement, si on a seulement quelque chose de très très large, mais qu'on n'a pas une réflexion qui va essayer de pixeliser les sujets et d'en faire finalement quelque chose de plus cohérent, ça va aussi être très manquant. Donc c'est vers ça aujourd'hui qu'on va. Et malgré nous, sans qu'on le voie, c'est quelque chose qui se passe beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une centaine d'années après l'écriture de ce texte et les choses ont déjà beaucoup changé. Il y a beaucoup moins finalement d'ashkénazité pure et de sfaradité pure. Aujourd'hui, on est tous un petit peu des hybrides comme ça et c'est très bien. Mais il faut en être encore plus conscient. Alors juste, on finit avec la fin de l'introduction du Rambam. Donc l'introduction du Rambam, cette fois sur Yad HaChazaka, hein, et il dit comme ça, donc après nous avoir décrit ce qui se passe à l'époque des Géonim et le fait qu'on est totalement dispersés les uns avec les autres. Alors je vous rappelle, le Rambam il se trouve ici, ok, donc ça c'est l'époque des Géonim, donc l'époque des Rishonim elle commence à peu près en l'an 1000 et lui il est au tout début. Ken, le Rambam c'est 1100 à peu près, 1138, je crois qu'il est né en 1138, donc c'est le début de l'époque des Rishonim qui va durer jusqu'à à peu près l'an 1500 comme ça. Et donc, il est à la fin de l'époque des Géonim, donc après l'histoire des 4 captifs, ça, au tout début finalement de la Shita Ashkenaz qui commence à émerger. Lui, il va finir le travail des Géonim, et là, il le dit de manière très claire, étant donné que les Géonim se sont dispersés, que Am Israël est complètement dispersé, qu'il n'y a plus en fait une centralité pour étudier la Gemara et comprendre la Gemara comme il se doit, alors il dit, j'ai été obligé de prendre les choses en main et d'écrire ce livre-là qui s'appelle le Mishneh Torah pour organiser toute la Torah orale et que plus personne n'ait besoin de la Gemara pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Regardez comme c'est écrit. Wipneze, donc à cause de toutes ces souffrances, c'est Ani Moshe ben Maimon Asfaradi, Nishanti alatsur baruchu binoti bechol elu asefarim veraiti lechaber dvarim amidbarerim mikol elu achiburim beinyan asur ve'amutar atame ve'ataor im she'ar dine Torah kulam belashon brura vederech ktsara ad shete Torah shebealpe kula sedura befi akol belo kushia velo peruk. C'est-à-dire, j'ai pris toute la Gemara et je l'ai organisée pour savoir quelle est la halacha, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, sans aucune difficulté. Parce que quand on lit la Gemara, c'est vraiment, on est dans un champ de bataille. Lui, il dit comme ça, lui, il le contredit, et lui, il répond, mais en contredisant l'autre, etc., etc. Il a enlevé tout ça et il en a fait quelque chose d'extrêmement clair pour, en fait, il le dit après, qu'on n'ait plus besoin de la Gemara. Alors attention, pas qu'on n'ait plus besoin de la Gemara pour l'étudier, mais qu'on n'ait plus de la Gemara pour savoir la halacha. C'est-à-dire qu'avant ce livre-là, on pouvait être dans une situation où on va voir le Rav avec une question,
Et le Rav dit, ah waouh, c'est une bonne question. Alors déjà, qu'on ait un Rav et en plus que ce Rav-là soit compétent, c'était pas du tout facile. Mais si on a la chance d'avoir un Rav bon et compétent pas loin de chez nous, eh bien, hein, lui, il va devoir maintenant prendre toutes les Gmarot et faire des calculs. Ça peut lui prendre plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours pour arriver à répondre à la question voulue. Et donc, le Rambam dit cette situation-là, et en plus, pendant ces plusieurs jours-là, peut-être qu'il va se passer des choses, peut-être qu'on va être séparés, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse, etc. Donc, pour éviter ça, le Rambam, il a pris 10 ans de sa vie pour écrire ce livre de Halacha, pour que, donc, ce qui a marqué ici, Hatchetehe Torah Shebealpe Kula, toute la Torah orale, organisée dans la bouche de chacun, donc dans un livre qu'on peut prendre partout, sans difficulté. Donc c'est quand même assez incroyable. Le Rambam, il a écrit donc sur toutes les halachot de toute la Torah orale. Et lo ze omer beko ve ze omer beko, el advarim brurim, krovim, venechonim, alpi amishpat, asha yitbaer, mikol elu achiburim, ve'aperushim animsem yot rabenu akadosh ve'ad arshav. Donc depuis Rabbi Yehuda Hanassi jusqu'à lui-même. Ok, donc c'est comme si le Rambam se voyait comme une nouvelle station, c'est-à-dire qu'il y a le don de la Torah, ensuite il y a Rabbi Yehuda Hanassi qui écrit tout, et il y a le Rambam qui concentre tout dans son Mishneh Torah. Acheyu kol adinim geloim lekatan velegadol bedin kol mitzvah ou mitzvah bedin kol adevarim shetiknu chachamim veneviim klalo shel davar kedei shelo yeh adam tzarich lichibur acher baolam, pour que un juif il n'ait pas besoin d'un autre livre bedin midine Israël, un autre livre de halacha. Elaye chibur ze mekabetz la Torah shebealpe kula, qui rassemble toute la Torah orale im atakanot ve'aminagot, avec tout ce qui s'est ajouté à ça, shenasu biyemot Moshe Rabbeinu ve'ad chibur agmara, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à l'agmara, ou kefi shepirshu lanu hageonim, en passant par le travail des Géonim jusqu'à lui-même les Firar Karati Shemar Chibur ze Mishneh Torah. Les fiches chez Adam Koré Torah chez Birtav, donc un homme il peut avoir en fait deux livres, c'est-à-dire le Tanakh d'un côté, la Bible, et le Mishneh Torah du Rambam de l'autre côté. Un homme chez Koré Torah chez Birtav Techila, d'abord il lit dans la Torah écrite, Ve'acharkar Koré Bézé, donc dans son livre à lui, Ve'yodea Mimenu Torah chez Be'alpe, Kula, toute la Torah orale, Ve'eno Tsarich Likrot Sefer Acher Benehem. Il a besoin d'aucun, il fait en fait le raccourci de toute la Gemara, de toute la Torah orale, il l'apporte de manière totalement ordonnée, comme sur un plateau d'argent, dans ce livre-là. Veraiti, encore une minute, David Altar. Veraiti, les chalek, chibur, zé, alachot, j'ai fait comme ça chaque petite alachot, bechol inyan venyan, sur chaque sujet, vechalek alachot liprakim, j'ai organisé toutes les alachot dans des chapitres, et chaque chapitre dans des ordres, de manière extrêmement organisée, comme le Rambam sait le faire. Elu alachot shebechol inyan venyan, yesh mehem alachot shehem mishpate mitzvah achat bilvad, veya mitzvah sheyesh ba divrei kabbalah, arbe vehu inyan bifnei atzmo. Donc ensuite il nous dit comme ça toutes les mitzvot, toutes les halachot qu'il a écrit dans ce livre-là, mais mitzvot assez mataim ve'arbaim ushme, donc les 248 mitzvot assez, et donc les 365 mitzvot lota assez, il les a tous ordonnés. Donc c'est pour dire à quel point l'œuvre du Rambam elle est fondamentale. Donc sur notre frise elle est ici, mais encore une fois je le répète, même après le Rambam les choses continuent, et donc la semaine prochaine on parlera de l'après Rambam jusqu'au Shulchan Arour, l'après Shulchan Arour, et jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qu'on va essayer de faire. Shavua Tov. Shavua Tov.